au sortir des émeutes liées à la contestation des résultats des élections d'octobre 2000 qui vont plonger la Côte d'Ivoire dans l'isolement diplomatique, la faiblesse de l'État mais surtout la division sociale. Dès sa prise de pouvoir, Laurent Gbagbo, le nouveau président, sera confronté à ses premières difficultés avec un charnier puis un coup d'État. Il va mettre en place plusieurs politiques sous la bannière de son projet de société qui est celui de la refondation. Destiné à améliorer d'urgence les conditions de vie des populations ivoiriennes, ce projet de société sera percuté dès janvier 2001 avec l'attaque de la RTI, extériorisant ainsi des velléités de coup d'État qui vont se matérialiser dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Installez-vous bien, prenez une feuille et un stylo, car dans cette vidéo, on revisitera ensemble de la prise de pouvoir du président Laurent Gbagbo à la rébellion du 19 septembre 2002. C'est parti. La Côte d'Ivoire a évité de peu un basculement dans le chaos, le jeudi 26 octobre. Dès le début de la matinée, des affrontements entre partisans du Rassemblement des Républicains, RDR, et du Front Populaire Ivoirien ont pris une ampleur alarmante. Après le refus le 25 octobre, donc la veille par le leader du RDR, Alassane Ouattara, de reconnaître la victoire de Laurent Gbagbo, ses sympathisants descendus dans la rue ont poursuivi leurs manifestations dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Mais elles se sont très rapidement transformées en bataille avec les partisans du FPI et les forces de sécurité. Une grande tension a régné jusqu'en fin d'après-midi dans plusieurs quartiers d'Abidjan. À Abobo, des témoignages ont fait état de militants du RDR armés de machettes, de couteaux et de gourdins qui ont engagé une confrontation avec ceux du Front Populaire Ivoirien, visiblement soutenus par les forces de l'ordre. Diverses sources évoquent de nombreux morts et blessés, dont les chiffres étaient difficiles à vérifier, mais l'on était dans l'intervalle de 70 à une centaine de morts. Au même moment, à Yopougon, l'un des fiefs de Laurent Gbagbo, des combats ont également eu lieu, faisant officiellement 6 morts. Une mosquée aurait été brûlée et une véritable chasse aux ressortissants du Nord, généralement partisans du RDR, aurait eu lieu dans cette partie d'Abidjan. À San Pedro, à Boaké et dans plusieurs autres agglomérations du pays, la situation était similaire et dès la mi-journée, on parlait déjà de plusieurs dizaines de morts et centaines de blessés. De nombreux lieux de culte ont même été brûlés. Un peu plus tôt dans la journée, des véhicules de gendarmes faisaient mouvement vers la résidence d'Alassane Ouattara, près de la lagune de Brié, le quartier de Cocody, laissant penser qu'une arrestation du président du RDR était imminente. Plusieurs coups de feu ont été tirés sur la villa autour de 9h15, mais les forces de l'ordre se sont finalement repliées. Dans les heures qui ont suivi, une atmosphère de tension a régné dans les environs. Quelques dizaines de militants du RDR ainsi que des dozos, des chasseurs traditionnels du nord du pays, se sont postés devant la maison alors que des gendarmes se positionnaient en contrebas dans le petit quartier populaire de Blocos. Ces derniers n'ont toutefois pas engagé un conflit armé. Au même moment, Alassane Ouattara s'est réfugié dans la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne, non loin de là. Quelques minutes plus tard, l'ancien numéro 2 de la junte ivoirienne, le général Mathias Doué, arrivait dans une 4x4 aux vitres fumées. En fin de matinée, on apprendra que des pourparlers étaient en cours sous l'égide de M. Mathias Doué et celle du diplomate allemand, offrant un premier espoir de solution. Dans l'après-midi, les premiers signes d'un réel apaisement apparaissent. Vers 15h, un représentant du PDCI RDA a annoncé la reconnaissance de la victoire de M. Laurent Gbagbo et a condamné toutes les violences qui ont eu lieu contre lui. Une heure plus tard, un communiqué commun du FPI et du RDR, lu à la télévision nationale, appelait au calme et à la fin des affrontements, dont tout le monde craignait qu'ils dégénèrent en guerre civile. Dans le même temps, différents témoins contactés dans les quartiers d'Abobo et Yopougon faisaient état d'un retour progressif au calme. De l'autre côté de la lagune, vers Trècheville et Makori, où l'atmosphère était également au rendez-vous et c'était le calme, la circulation est devenue fluide et les rues dégagées. C'est dans cette ambiance que M. Laurent Gbagbo a été officiellement investi à la tête de l'État à la tombée de la nuit dans un palais présidentiel, théâtre à la veille d'une violente confrontation entre les manifestants réclamant la chute du général Guèye, ancien président de la République, et des membres de sa garde présidentielle. Quelques heures à peine avant la prestation de serment du leader du FPI, un cadavre calciné gisait encore devant les bâtiments officiels et la ville entièrement vide offrait encore un spectacle
de champ de bataille. Vers 18h, un grand nombre d'ambassadeurs, de chefs traditionnels ainsi que d'anciens membres de la junte et du gouvernement sortant ont assisté à la cérémonie d'investiture aux côtés de tous les hauts responsables de l'armée, de la gendarmerie et de la police de Côte d'Ivoire. Dans l'assemblée, on remarquait également la présence de représentants du PDCI, du patronat et de deux des candidats malheureux à la magistrature suprême, dont M. Nicolas Joulot et M. Melej Théodore aux élections de 2000. À 18h30, les 7 magistrats de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême ont très officiellement déclaré les résultats de l'élection du 22 octobre. Près de 60% des suffrages exprimés pour M. Laurent Gbagbo contre environ 33% à Robert Guéhi, avec un taux de participation estimé à 37%. Considérant que M. Laurent Gbagbo a recueilli la majorité absolue du suffrage requise pour être élu au premier tour du scrutin. En conséquence, il convient dès lors de proclamer M. Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo a donc reçu la majorité requise pour être élu au premier tour du scrutin, a déclaré le président de la Cour suprême. Il convient donc de proclamer M. Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Costume sombre, chemise bleue, le nouveau chef de l'État ivoirien a ensuite prêté serment sous les applaudissements. Le chef de l'État s'est lancé dans un discours magistral où il a d'abord rendu hommage aux victimes des combats de rue de la veille. Puis il a réitéré sa volonté de respecter le calendrier élaboré pendant la transition militaire. Il a toutefois lancé 2 phrases clairement adressées à M. Alassane Ouattara. Nous ne réécrirons pas une autre constitution et nous ne ferons pas une autre élection présidentielle. Mais il a ajouté qu'il invitait les responsables du RDR à le rencontrer et s'est engagé à former un gouvernement d'ouverture, conformément à l'engagement pris devant les chefs d'État représentant l'OUA au mois d'août 2000, car pour lui, il faut refonder l'État de Côte d'Ivoire, en ce sens que la refondation sera véritablement le pilier de l'action gouvernementale, sous la gestion de M. Laurent Gbagbo, et on en reparlera tout à l'heure. La Côte d'Ivoire avait donc un nouveau président, mais dont la légitimité restait encore à asseoir. Le couvre-feu et l'état d'urgence ont été maintenus pour plusieurs jours encore. Sur le plan diplomatique, si la France a clairement reconnu le nouveau pouvoir, par la voix de son ambassadeur Francis Lott, d'autres pays restaient encore réservés. À cet effet, l'ambassadeur des États-Unis, qui n'a pas caché son soutien à Alassane Ouattara ces derniers mois, avait évacué une partie de son personnel non essentiel. De son côté, le président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, le chef de l'État togolais Gnassingbé Eyadema, a appelé à la tenue de nouvelles élections. De même pour l'Afrique du Sud, dont les responsables semblaient favorables à une solution similaire. Il ne restait plus le RDR d'Alassane Ouattara qui devait rencontrer Laurent Gbagbo afin d'organiser un gouvernement inclusif prenant en compte les cadres du RDR. Le 27 octobre, le président Gbagbo ayant nommé M. Afin Guessan comme Premier ministre de Côte d'Ivoire, ce dernier va former son gouvernement composé de 22 ministres, mais 23 ministères, car M. Afin Guessan sera à la fois Premier ministre et ministre de la Planification et du Développement de Côte d'Ivoire. Les plus célèbres dans cette première formation gouvernementale étaient le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Émile Bogadoudou, le ministre de la Défense, M. Lida Kwasi, le ministre de l'Économie et des Finances, aussi porte-parole du gouvernement à l'époque, M. Mamadou Koulibaly. Sans oublier celui qui est devenu sous le règne de M. Alassane Ouattara, Premier ministre, mais qui à l'époque était le ministre des Infrastructures économiques, en l'occurrence M. Patrick Hachi. La vision du président Laurent Gbagbo tournait autour de son projet de refondation. Ce projet a débouché sur un programme de gouvernance qui s'accentuait sur la politique et les institutions politiques, la culture nationale, surtout autour de l'armée, la défense et la sécurité nationale, sans oublier le social. Pour atteindre son objectif au niveau de la politique et ses institutions, Laurent Gbagbo a octroyé une place primordiale à la décentralisation et à la régionalisation afin d'y arriver. Il comptait communaliser l'ensemble du pays et régionaliser le processus de développement en octroyant plus d'indépendance aux autorités locales. La refondation culturelle, quant à elle, avait pour objectif la réconciliation de l'armée avec la nation tout en évitant de nouveaux coups d'État et mettre en place une réforme de la doctrine et l'élaboration d'une loi de programmation militaire sur 5 ans. L'objectif visé était plus au niveau de la culture de l'armée elle-même. La refondation économique, de son côté, visait la prise en compte
des recommandations classiques telles que la bonne gouvernance, l'amélioration des finances publiques et autres. Gbagbo préconisait la libération économique et la privatisation, notamment dans les filières café et cacao, tout en encourageant l'investissement et la lutte contre la fraude. La refondation sociale, qui a été la plus médiatisée lors de sa campagne en 2000, s'accentuait sur deux éléments, l'éducation et la santé. Gbagbo préconisait la scolarité pour tous, mais aussi la révalorisation de l'enseignement professionnel, la réorganisation des cycles d'études par la création d'une université par région. Quant au secteur privé, dont la qualité était remise en cause, Gbagbo avait décidé de mieux impliquer l'État pour le soutenir. À cette scolarité pour tous était associée une santé pour tous, avec l'instauration de l'AMU, l'assurance maladie universelle, qui allait soutenir les populations dans les hôpitaux. Laurent Gbagbo visait effectivement d'accorder la sécurité sanitaire à toute la population. Cependant, un événement majeur surviendra. Suite aux affrontements qui ont eu lieu et qui ont été matérialisés par un bilan officiel d'une centaine de morts ce 26 octobre, permettant ainsi à l'enquête globale de statuer sur un bilan de plus de 300 morts depuis la manifestation contre Robert Guéhi aux événements du 26 octobre, il y aura 57 morts qui vont retenir l'attention de l'opinion publique aussi bien nationale qu'internationale. En fait, au lendemain de tous ces affrontements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, le pays sera face à la découverte, dès les premières heures de la journée, d'un charnier dans la commune de Yopougon, le célèbre charnier de Yopougon. Il s'agissait de 57 corps sans vie entassés à ciel ouvert à Yopougon. Une scène qui va donc interpeller et la communauté internationale et la communauté nationale, entachée à leurs yeux les premiers jours de règne du président Laurent Gbagbo. Des enquêtes seront menées, des questions seront posées. Dans les salons des Ivoiriens, d'un côté, les partisans du RDR accusaient M. Laurent Gbagbo d'être l'auteur de ces meurtres, et de l'autre côté, ceux du FPI accusaient le RDR et Alassane Ouattara d'en être le véritable coupable. Mais la responsabilité a été attribuée à la gendarmerie. Le RDR a réclamé une enquête internationale. Le chef du RDR, M. Alassane Ouattara, a déclaré que les morts étaient des musulmans du Nord et a accusé les membres de la gendarmerie d'être responsables de tous ces dégâts. Le président Gbagbo, quant à lui, a promis de mener 3 enquêtes judiciaires officielles sur la violence d'octobre. La première sur le charnier de Yopougon. La deuxième sur le massacre de 18 personnes dont les corps ont été retrouvés, flottant dans la lagune des Briers. Et le troisième sur le massacre d'au moins 6 personnes découvertes assassinées dans le quartier de Blocos. On estimait tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger qu'un processus sur le cas du charnier de Yopougon était un test de la capacité de M. Gbagbo à tenir tête aux militaires et de son engagement à restaurer l'état de droit. Un verdict de culpabilité a été également interprété comme une condition de la restauration de l'aide financière dont le pays avait nécessairement besoin à l'époque. L'hypothèse d'une manipulation provenant du RDR a été évoquée par le FPI, et ce, selon les propos avancés par M. Mamadou Koulibaly et les preuves montrées à la RTI. Tout le monde était quand même enclin à penser effectivement que ce charnier était un montage fait par le RDR. M. Mamadou Koulibaly dévoilait le fait qu'il y avait un propriétaire de camion de sable qui était très proche en 2000 de M. Ali Koulibaly, le porte-parole du RDR à l'époque. Ce conducteur de camion, c'était un certain Abou Kamagaté, âgé de 67 ans, de nationalité malienne. Il a, pendant la crise qui a suivi l'élection du président Gbagbo, été embauché par le porte-parole du RDR afin de transporter, suite au ramassage et l'assemblage des cadavres, des tumultes de 2000 dans la forêt du Banco, contre la somme de 10 millions de francs CFA. Ce salaire qui lui avait été promis a été payé en liquide avec de faux billets de banque. C'est lorsque Kamagaté a fui la Côte d'Ivoire qu'il s'est rendu compte que l'état des billets qu'il a reçus comme salaire était faux billets. Se sentant trahi, ce chauffeur a décidé de se mettre à table. C'est donc suite à cette déclaration qu'un film documentaire a été diffusé sur les antennes nationales quelques semaines après. Vérité ou pas, le monde entier s'est fié à ce documentaire pendant que, du côté du RDR, ce documentaire a été tagué de faux et noyé dans le doute. L'atmosphère sociopolitique du pays restait encore tendue, car des moments de couvre-feu ont été observés et la division sociale entre les populations d'origine du Sud et celles du Nord de la Côte d'Ivoire pesait malgré le fait que les hommes politiques avaient fait une sorte de réconciliation de façade. Après le PDCI, l'ancien président qui a quitté le pouvoir s'est vu le 13 novembre 2000 avec M. Laurent Gbagbo, le président de la République, à l'improviste dans une réunion dans la ville de Yamoussoukro. Au cours de cette réunion, à laquelle M. Guéhi a demandé aux militaires de se mettre au service du président Gbagbo, il lui a été
indirectement accordé l'impunité, disant ce qui est important, c'est que le pays commence un processus de réconciliation. Et cette réunion, ayant créé une grosse polémique en Côte d'Ivoire, va pousser le 21 décembre 2000 le ministre de la Défense Moïse Lida Kwasi a affirmé que Gueye n'avait pas reçu d'immunité pénale. Il a dit que la réunion avait eu lieu pour résoudre un certain nombre de problèmes relatifs à la sécurité intérieure. La réunion ne veut pas dire l'impunité du général. Ce 13 novembre, le général Gueye reconnaîtra publiquement la victoire de Laurent Gbagbo, ce qui a renforcé la légitimité du président Gbagbo. Suite à cette déclaration, les esprits se sont un peu apaisés. Tout le peuple s'est tourné vers les futures élections législatives qui devaient se tenir dans le mois de décembre. Ainsi, le 1er décembre 2000, la candidature aux élections législatives de Alassane Ouattara est rejetée par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême avec pour argument le fait que M. Ouattara n'a pas pu fournir des preuves suffisantes qui auraient confirmé sa nationalité ivoirienne. Immédiatement, le RDR a annoncé qu'il ne participera pas aux élections et a appelé ses partisans à manifester à Abidjan. 3 jours plus tard, le 4 décembre, de nombreuses et violentes manifestations ont éclaté à Abidjan. Il faut signifier que, quand bien même le leader Alassane Ouattara était disqualifié, le RDR n'avait pas été retiré de la liste officielle de ces législatives. Ainsi, pour la première fois depuis la dissolution du Parlement en date du 24 décembre 1999, à la suite du coup d'État, des élections étaient organisées pour le renouvellement intégral de l'Assemblée nationale. Les précédentes élections générales avaient eu lieu en novembre 1995 sous le règne de M. Henri Konan Bédié. Pour cette année de 2000, elles ont été programmées en décembre et 5,5 millions d'Ivoiriens étaient appelés aux urnes. Ainsi, le 10 décembre 2000, dans l'optique d'élire députés de l'Assemblée nationale, il y avait au total 978 candidats, y compris ceux du RDR, qui briguaient ces 225 sièges. Pour le Front populaire ivoirien, FPI, du président Gbagbo, l'objectif au-delà de la victoire était surtout de démontrer que le FPI n'était pas un parti minoritaire, comme le prétendaient certains. Pour l'ex-parti au pouvoir, le PDCI-RDA, qui est sorti profondément divisé du coup d'État de 1999 et des 10 mois de transition, c'était là une première étape de la reconquête du pouvoir. Le scrutin s'est déroulé en absence des grandes organisations internationales. Les Nations Unies, l'OUA, qui est aujourd'hui l'UA, et l'Union européenne n'ont étrangement pas envoyé d'observateurs après l'invalidation de la candidature de M. Ouattara. Les chefs religieux du pays, dont les musulmans en tête auxquels s'étaient joints pour la première fois les représentants de l'Église catholique, avaient lancé un appel le 8 décembre, soit 2 jours avant les élections, pour le retour de la concorde civile. La journée du scrutin a été calme et contre toute attente, le vote s'est bien déroulé dans tout le pays, sauf au nord, où il n'a pas pu se tenir normalement car le vote a eu lieu que dans 4 des 32 circonscriptions. Dans plusieurs bureaux de vote dans cette partie du pays, le matériel électoral a été brûlé et de nombreux fonctionnaires en charge du scrutin ont fait l'objet d'intimidation. Dans le sud, le scrutin n'a pas été perturbé et aucun incident n'a été déclaré, encore moins signifié. La participation était faible, évaluée à 34%. Les résultats partiels proclamés par la Commission nationale électorale CNE ont montré une progression du FPI au détriment du PDCI qui dominait la précédente assemblée, dissoute à la suite du coup d'État de décembre 1999. Suite à ces élections, le FPI a obtenu 96 sièges contre 79 pour le PDCI. 16 candidats indépendants ont été élus, ainsi que 4 militants du PIT, Parti ivoirien des travailleurs dirigé par le professeur Francis Vaudier, 1 de l'Union démocratique de Côte d'Ivoire et 1 du mouvement des forces d'avenir, sans oublier 1 du RDR que la direction du parti n'a pas reconnu. Suite à ces élections législatives, un remaniement ministériel a été opéré par le Premier ministre et président du FPI à l'époque, M. Afin N'Guessan. Suite à cela, 26 sièges des circonscriptions du Nord ont été pourvus au deuxième tour tenu le 14 janvier 2001, mais on en reviendra. Avant le 14 janvier 2001, dans la nuit du 7 au 8 janvier, est survenue une tentative de coup d'État contre le président Laurent Gbagbo au pouvoir il y a seulement 2 mois. La tentative de coup d'État débute dans la nuit du 7 janvier. À 23h, alors qu'Abidjan paraissait calme, les forces rebelles qui étaient officiellement identifiées comme des dissidents de l'armée nationale ont lancé des attaques contre les installations de radio et de la télévision nationale de l'État, sans oublier la résidence présidentielle à Abidjan. Ils se sont emparés de la chaîne nationale, puis ont diffusé un message disant « Chers compatriotes, chers Ivoiriens, le pays a connu un autre changement », invitant par la même occasion leurs anciens amis de l'armée à les rejoindre dans ce coup d'État. Ayant appris cela, très rapidement, les forces loyalistes débarquent sur les lieux et l'affrontement commence jusqu'à prendre une autre dimension.
le combat devient plus intense et du côté des forces gouvernementales et celui des militaires dissidents, le bilan d'ensemble a fait près de 6 morts, dont 2 policiers. Des morts qui ont rendu furieux le ministre de la Défense d'antan, M. Lida Kwasi. Les forces rebelles sont mises en déroute et éloignées des stations de radio d'État de la ville. Dans les stations de radio reprises, les ministres du gouvernement diffusent immédiatement une émission rassurant le pays sur le fait que la tentative de coup d'État a été déjouée. Un couvre-feu de 3 jours est imposé à la suite de la tentative de ce coup d'État et l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est également, et ce, momentanément fermé. Les forces gouvernementales arrêtent plus d'une quarantaine de soldats impliqués dans la tentative de coup d'État et les détiennent. À la tête de ces insurgés se trouvait l'ancien sergent Ibrahim Koulibaly, dit IB. Cette tentative de coup sera, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, appelée le complot de la Mercedes noire, et ce, en référence au véhicule de commandement utilisé par IB ce jour-là. L'atmosphère détendue, le gouvernement a accusé les partisans d'Alassane Ouattara, qui a été disqualifié à l'élection présidentielle ivoirienne de 2000 et les législatives d'être à l'origine de la tentative de coup d'État, suggérant que les motifs potentiels pourraient être un grief concernant son exclusion des élections en raison des allégations contestées de naissance à l'étranger. Le porte-parole du RDA, parti politique de M. Ouattara, suite à une apparition publique, a nié leur implication dans cette messe basse. Arrivé le 14 janvier, l'élection législative partielle dans le nord du pays est lancée. Toutefois, elle est marquée par une très faible participation car le RDA a appelé à nouveau au boycott de ces élections partielles. Le point positif, c'est que ce deuxième tour s'est déroulé dans le calme et sous la haute surveillance. Hélas, ces partiels qui avaient été maintenus par le président Gbagbo dans ce climat de tension, surtout une semaine après la tentative de coup d'État, ont été marqués par une très forte abstention, soit près de 87%, une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. À la suite de ce deuxième tour, le PDCI a obtenu 15 sièges complémentaires, 5 indépendants ont été élus, ainsi que 4 candidats du RDA. Le FPI n'a remporté aucun siège. De l'autre côté, le scrutin dans la circonscription de Kong, qui devait élire 2 députés, a fini par être reporté. Le 31 janvier, la France, qui avait suspendu sa coopération économique avec la Côte d'Ivoire en janvier 2000, a repris la coopération avec ce pays. C'est en ce sens que Laurent Gbagbo a tenu un discours rassurant au patron des filiales françaises lors de son déplacement en France. Réunis à l'initiative du MEDEF, les investisseurs ont écouté la plaidoirie du chef d'État qui a tenté de convaincre les officiels et les entrepreneurs français de croire à nouveau au potentiel de la Côte d'Ivoire. Le 13 mars a lieu le procès des généraux Koulibaly et Palanfo, incarcérés sous le règne de Robert Gueye. Alors que le général Koulibaly est acquitté, le général Palanfo, quant à lui, a été condamné à 1 an de prison. Mais le 31 juillet 2001, la Cour suprême a cassé le jugement et annulé toutes les procédures engagées contre ce dernier, le libérant ainsi. 2 semaines plus tard a lieu les élections municipales et le RDA revient dans le jeu politique. Suite aux municipales du 25 mars, avec son taux de participation qui était de 41% et qui se sont déroulées dans de bonnes conditions, le rassemblement des républicains d'Alassane Ouattara, qui avait boycotté les précédents scrutins législatifs en raison de l'interdiction faite à son chef de file de se présenter, l'emporte dans 64 municipalités sur 195. Le PDCI a gagné dans 58 municipalités et le FPI du président Laurent Gbagbo a obtenu 34 municipalités. Dans la reprise de sa coopération avec la France, la Côte d'Ivoire a reçu 7,7 millions de francs français, soit 51 millions de francs CFA à l'époque, suite à 4 conventions de coopération. Ces conventions concernaient les domaines de la santé, de l'enseignement, de l'agriculture et du développement social. 1 mois plus tard, le gouvernement ivoirien et l'Agence française de développement, AFD, ont signé à Abidjan une nouvelle convention de financement à hauteur de 1,5 million d'euros, soit plus d'1 milliard de francs CFA. Suite à certaines enquêtes relativement au charnier de Yopougon, 8 gendarmes ont été inculpés le 13 avril 2001 pour avoir été les commanditaires directs du meurtre de ces corps retrouvés dans le charnier de Yopougon. Après plusieurs défilés devant les tribunaux, il fut libéré le 3 août 2001, puis réintégré dans leurs différents corps armés. Le 10 septembre 2001, le chef de la délégation de l'Union européenne à Abidjan, Friedrich Nagel, et le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Boron Boabré, ont signé un accord de transfert de fonds de 49,5 milliards de francs CFA, soit 75,5 millions d'euros. Selon le communiqué de l'UE, cet argent représente une contribution de l'UE à la compensation des pertes de recettes d'exportation de café subies par la Côte d'Ivoire en 1999. La subvention accordée
servira notamment à l'appui du secteur agricole ainsi qu'à l'amélioration des services et infrastructures de base offerts au monde rural dans des domaines sociaux. Le lendemain, le 11 septembre, les autorités chinoises ont fait don de plus d'1 million d'euros de matériel militaire à la Côte d'Ivoire afin de permettre à ce pays qui disposait de beaucoup de vieux armements à s'actualiser. 2 mois après, les présidents Blaise Compaoré et Laurent Gbagbo ont décidé d'intensifier les consultations à tous les niveaux, après une visite du président Gbagbo à Ouagadougou. Pendant ce temps, a été organisé du 9 octobre au 18 décembre de cette même année, de 2001, un forum de réconciliation nationale. L'objectif de façade était de réconcilier les Ivoiriens, mais en dessous de cette idée, il y avait également un autre but, qui était de montrer aux yeux du monde que la Côte d'Ivoire se portait bien, afin de recevoir des soutiens et prêts financiers depuis l'international. Ainsi, sous la présidence de Seydou Diarra, réunissant tous les responsables politiques afin de reconnaître la nationalité ivoirienne d'Alassane Ouattara ainsi que la légitimité du gouvernement de Laurent Gbagbo, ce forum a été organisé. Ce forum s'est donc déroulé en présence d'autres responsables d'État, dont le président ghanéen John Kufuor et le malien Alpha Oumar Kounaré, suivi de Charles Jocelyn, le ministre français délégué à la coopération et à la francophonie à l'époque. Alors que les forces politiques ivoiriennes, y compris le RDR, le principal opposant, Alassane Ouattara, étaient représentés lors de la cérémonie d'ouverture, les 3 adversaires de M. Laurent Gbagbo, l'ex-président Henri Konan Bédié, l'ex-président Robert Guéhi et l'ex-premier ministre Alassane Ouattara, étaient tous absents. Un doute avait commencé à envahir l'esprit des Ivoiriens, mais ils viendront par la suite pour participer à ce forum, car dans l'après-midi du 9 octobre 2001, Henri Konan Bédié, qui vivait en exil en France, a fait annoncer son retour au pays le 15 octobre. Des sources très proches du général Robert Guéhi, jusqu'ici retranché dans son village de Gouessesso à l'ouest de la Côte d'Ivoire, assuraient que ce dernier serait à Abidjan à la fin de la semaine, au cours de laquelle a débuté ce forum, quand d'autres fidèles l'annonçaient d'ores et déjà en route. De son côté, M. Alassane Ouattara, également retiré en France, n'écartait pas une participation personnelle, dès lors que son éligibilité serait reconnue par le pouvoir en place. Aussi, au sortir de ce forum, les responsables de ce forum de réconciliation nationale ivoirien ont remis officiellement, et ce, un rapport de synthèse et leurs recommandations au président Laurent Gbagbo afin de sortir de la crise latente qui gangrénait la Côte d'Ivoire. Censé mettre fin aux tensions sociopolitiques en Côte d'Ivoire, ces conclusions étaient très attendues. Le directoire du forum a proposé ces solutions à nombre de questions brûlantes, à commencer par l'interminable querelle sur la citoyenneté d'Alassane Ouattara. Ils ont aussi proposé le maintien de la constitution de l'État, car pour le rapporteur général du forum, M. Yed Issaï Angoran, la loi fondamentale a été acceptée par tous les partis politiques et largement approuvée par les citoyens lors du référendum de juillet 2000. Dans la première de ces 14 recommandations, le directoire souligne la nécessité de l'acceptation par tous des résultats des différentes élections générales et la reconnaissance des pouvoirs publics ivoiriens issus de ces élections en vue d'une meilleure stabilité des institutions républicaines, d'une paix sociale durable. Le directoire a aussi condamné, dans le principe comme dans la forme, le coup d'État du 24 décembre 1999, qui avait amené au pouvoir le général Robert Guéhi et contraint à l'exil le successeur d'Houphouët-Boigny, M. Henri Konan Bédié. D'après le rapporteur, les 10 mois de transition militaire ont constitué pour tous une épreuve très dure sur le chemin de la reconstruction et a engendré une catastrophe politique, économique et sociale. Le directoire a évoqué le charnier de Yopougon. Alors que les gendarmes soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire ont été acquittés par la justice militaire, le forum réclame la réouverture de ce dossier hautement controversé. Le forum a finalement proposé une révision du code de la nationalité pour une cohabitation harmonieuse entre la communauté ivoirienne et immigrés. Suite au forum de réconciliation du 22 au 23 janvier 2002, un sommet s'est tenu à Yamoussoukro réunissant Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Robert Guéhi et Henri Konan Bédié, afin de débattre des stratégies pour renforcer la paix et des efforts de réconciliation qu'il y avait à mettre en place, avec le forum organisé en 2001. En plus de cela, le président Laurent Gbagbo s'est réuni à Abidjan avec l'ancien président, Henri Konan Bédié, et avec l'ex-premier ministre Alassane Ouattara pour discuter des prochaines concertations en rapport avec les propositions faites suite au forum de réconciliation nationale en décembre. Le lendemain de cette réunion, M. Gbagbo s'est par la suite rendu à Yamoussoukro pour un entretien seul à seul avec l'ex-dirigeant, le général Robert Guéhi.
réconcilier avec l'international suite à l'organisation du Forum de réconciliation à laquelle a participé celui que les États-Unis soutenaient de tout cœur, en l'occurrence M. Alassane Ouattara. Le 1er février, la Banque mondiale a repris sa coopération financière avec la Côte d'Ivoire après l'apurement d'une dette de 40 millions de dollars. Un mois après, l'Union européenne a décidé la reprise totale de sa coopération après presque 3 ans de suspension avec la Côte d'Ivoire. Dans la foulée, la France ayant donné 183 millions d'euros à la Côte d'Ivoire a déclaré avec fierté, et ce, au public du monde entier, que l'aide financière de 183 millions d'euros, soit 120 milliards de francs CFA, qu'elle venait de débloquer en faveur de la Côte d'Ivoire, était la plus importante qui a été attribuée depuis 1995 à un pays africain. S'ensuit d'autres acteurs financiers internationaux tels que la Banque africaine de développement BAD, qui le 26 février 2002 a approuvé un don de 6,5 millions d'euros, soit 4,3 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire, portant sur un programme de bonne gouvernance et des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Moins d'une semaine après, le 1er mars, le Japon a octroyé un don d'un montant de 365 559 euros à la Côte d'Ivoire dans le cadre d'un programme d'aide non remboursable pour les petits projets locaux. Dans la même vision d'aide financière, le 29 mars, le FMI a approuvé un programme triannuel de réduction de la pauvreté d'un montant de 366 millions de dollars décaissés pour la Côte d'Ivoire. Le 4 avril de la même année, la Banque africaine de développement BAD a officiellement repris sa coopération avec la Côte d'Ivoire suite à la signature d'un accord de prêt de 21 milliards de francs CFA au titre du mécanisme de financement supplémentaire MFS. 6 jours plus tard, donc le 10 avril, en faveur de la Côte d'Ivoire, le traitement de 1822 millions de dollars de dettes extérieures publiques, dont 911 millions annulés et 911 qui finissent rééchelonnés au Club de Paris, a été acté. Quelques temps plus tard, la BAD a accordé un prêt de 23 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour financer un projet d'appui à la formation pour l'insertion des jeunes et à l'amélioration du système éducatif. 10 jours plus tard, c'est au tour de la Banque mondiale qui, le 29 avril, a accordé un crédit de 1,2 million de dollars à la Côte d'Ivoire pour un soutien à l'éducation et selon le test paraphré, ce prêt permettra à la Côte d'Ivoire d'assurer la formation continue de 4200 fonctionnaires et agents de l'État, et ce, sur 4 ans. Selon les officiels ivoiriens, ce prêt consacrait la reprise totale des décaissements de la Banque mondiale en faveur de la Côte d'Ivoire. Cette période est la naissance d'une nouvelle Côte d'Ivoire, et les Ivoiriens étaient majoritairement prêts à croquer à pleines dents ce début du XXIe siècle tant attendu. Mais ce n'était pas encore prêt de s'arrêter car l'Agence française de développement, AFD, a encore octroyé le 16 juillet 2002 un prêt d'ajustement structurel d'un montant de 120 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Pour montrer sa capacité à tenir ses promesses et diriger la Côte d'Ivoire dans une paisibilité espérée, le 28 juin 2002, la justice ivoirienne a délivré un certificat de nationalité à M. Alassane Ouattara, faisant de lui, et ce, officiellement, un nouveau Ivoirien. Le 7 juillet 2002 a lieu les élections départementales marquées par de nombreux changements. Il y a eu un recensement et un nettoyage profond des listes électorales. Alors, organisées ce 7 juillet 2002 sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire, les élections des conseillers généraux de département et de district représentaient la 5e étape d'un processus électoral qui a commencé en juillet 2000 avec le référendum constitutionnel, poursuivi en octobre 2000 avec l'élection présidentielle, puis en novembre 2000 et en janvier 2001 avec les législatives et enfin en mars 2001 avec les municipales. Du côté du pouvoir en place, il a également fallu tirer d'autres leçons des municipales. Bon nombre de triangulations et même quelques quadrangulaires avaient fait le jeu du RDR, qui avait alors remporté les mairies importantes comme Boaké, mais surtout Daloa, Gagnoa et Soubré, considérés comme des fiefs du FPI, ainsi que San Pedro, où le PDCI paraissait imbattable. Globalement, les opérations électorales semblaient se dérouler à merveille, normalement. Les conditions d'accès aux urnes et l'obligation de facto de présenter la nouvelle carte d'identification ont été vivement dénoncées par le RDR, mais n'ont conduit ni au boycott du scrutin, ni à des incidents notables, ni à une véritable contestation des résultats. Sur 5 413 212 inscrits, il y a donc eu 1 516 307 votants, soit une participation de 28% des Ivoiriens à ces élections. Les bulletins nuls ont été moins nombreux que lors des consultations précédentes, 8% contre près de 12% au municipal. Le RDA a obtenu 24,8% des suffrages et 10 départements. Le FPI, quant à lui,
a obtenu 20% des suffrages et 18 départements. Le PDCI a obtenu 19,7% et 18 départements. L'UDPCI, sous sa seule étiquette, obtenait 4% des voix et 3 départements, tandis que de diverses listes indépendantes obtenaient 5 départements. La Côte d'Ivoire, devenue un nid destiné à se transformer en havre de paix, le 6 juillet, un jour avant les élections départementales, la France a mis à la disposition de la Côte d'Ivoire 2,5 milliards de francs CFA pour financer la lutte contre le sida et la formation professionnelle. Un événement étrange qui va replonger la Côte d'Ivoire dans le doute surviendra le 1er août 2002. En fait, lorsque le monde entend l'information selon laquelle l'ex-ministre ivoirien, M. Bala Keïta, secrétaire général de l'UDPCI, parti de M. Robert Guéhi, passé dans l'opposition et exilé depuis 2001 au Burkina Faso, a été retrouvé tué à son domicile de Ouagadougou, tout le monde se pose des questions. Tout s'est aggravé lorsque le procureur général a affirmé que la justice burkinabé privilégiait la piste politique ivoirienne dans l'enquête de ce meurtre. Des doutes, des questionnements, des soupçons de peur ont commencé à s'évaporer des salons des populations ivoiriennes pour se faire sentir dans toute la Côte d'Ivoire. Pour montrer sa volonté à aller de l'avant, dans la paix, le 5 août 2002, le président Laurent Gbagbo permet à son premier ministre Afin Guessan de mettre en place un remaniement ministériel qui permet donc la formation d'un gouvernement réunissant toutes les forces politiques du pays, dont le RDR. Avec au total 35 membres du gouvernement, dont 29 ministres et 6 ministres délégués, le gouvernement ivoirien a grossi. Suite à ce remaniement ministériel, 2 gros événements étranges surviennent en Côte d'Ivoire, car dès le 12 août, 9 militaires proches du général Guéhi sont incarcérés pour atteinte à la sûreté de l'État, selon l'entourage du général lui-même. Comme si ça ne suffisait pas, 2 semaines après, en l'occurrence le 27 août, survient un cambriolage du siège de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, à Abidjan. Au moins 2 milliards de francs CFA auraient été dérobés. Pour changer le ton des événements, le 4 septembre 2002, en provenance du Fonds africain de développement, FAD, un don d'environ 727 millions de francs CFA est approuvé pour financer l'étude du plan de développement rural de la région de l'Agnébi, dans la zone forestière du sud-est de la Côte d'Ivoire. Le 11 septembre, la Commission européenne décide d'octroyer 36 millions d'euros à la Côte d'Ivoire au titre du 8e Fonds européen de développement. Ces sommes étaient essentiellement destinées, et ce, en large partie, à financer une aide renforcée au budget de l'État ivoirien pour l'exercice 2002, notamment dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, mais surtout du planning régional et la décentralisation qui étaient au centre des préoccupations du président Gbagbo. 2 jours plus tard, le général Guéhi annonce la fin de l'alliance de son parti, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, avec le FPI, tout en dénonçant la complotite aiguë du régime et sa mauvaise éthique. Dans la continuité des relations que la Côte d'Ivoire tissait avec le monde entier, le 17 septembre 2002, le président Laurent Gbagbo et son épouse partent pour une visite officielle d'1 semaine à Rome, en Italie, alors que la femme du président était censée accueillir et présider une réunion de l'OMS à Abidjan le 18 septembre. Ce 18 septembre 2002, alors que la Côte d'Ivoire reprend sa vie et se projette sur un développement en l'espace de 10 ans, la nuit de ce 18 va souffler un vent rigide sur le pays qui va se transformer dès 4 h du matin à Abidjan en tentative de coup d'État. Le 19 septembre 2002, à 4 h du matin, s'envolent les premières détonations provenant des armes des hommes rébellés portant le nom de Zinzin qui signifie fou et Baefoué qui signifie sorcier, avec un nombre d'environ 750 soldats majoritairement originaires de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Plusieurs versions sont émises et jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune n'a été confirmée et loin des doutes perçus comme rationnels. D'un côté, ce soir est vraiment décrit comme une tentative de coup d'État, dirigée dans l'ombre par le général Robert Guéhi. Et cette version a été confirmée par le média français INA. Dans cette nuit, sont tragiquement ciblés des hommes à neutraliser en premier, dont le chef d'état-major, le général Mathias Doué, le ministre de la Défense Lida Kwasi et le ministre de l'Intérieur, Émile Bogadoudou. Les rebelles se sont soigneusement partagé les tâches afin de réussir ce coup d'État. En ce sens, Thio Fosier dirigeait l'escadron chargé de neutraliser le général Mathias Doué, dont la résidence se trouvait près de l'ambassade d'Israël. La garde rapprochée du général aurait été mise en déroute car surprise par l'attaque. Ainsi, une dizaine d'entre les membres de la garde finit tués. Le général, quant à lui, s'en sort miraculeusement, et ce, dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées. Tout le monde se posait la question de savoir si le général était vraiment dans sa maison
A-t-il préalablement su et discuté avec les rebelles afin d'éviter le coup? Plusieurs questions étaient posées dans les salons des populations ivoiriennes. Le deuxième commando, chargé de neutraliser le ministre de la Défense, est dirigé par Kone Zakaria, un chef rebelle. Ainsi, vers 3h10 du matin, le poste de police du ministre le réveille et lui informe que des balles sont tirées dans les rues d'Abidjan et semblent se rapprocher de sa résidence. Vous pouvez retrouver l'intégralité du témoignage dans Fantôme d'Ivoire de Philippe Duval, publié aux éditions du Rocher en 2003. Informé, le ministre Lida Kwasi a pris son arme de service puis réveillé son épouse. Ayant trop traîné les pas, une première détonation secoue sa maison. C'est une roquette qui est tirée dans son salon. Ensuite, un tir à l'arme lourde est propulsé en direction de sa chambre à coucher. Lui et sa famille se précipitent au niveau de la cour intérieure de la résidence. Son épouse est complètement affolée. Il tente de la calmer mais en vain. Il va donc lui demander de s'enfermer avec leurs enfants dans leur chambre à coucher. Son garde du corps l'ayant rejoint, il enverra prendre une arme plus puissante dans son bureau. Seul dans la cour intérieure de sa résidence, les rebelles à l'entrée criaient aux soldats en faction à l'entrée « Ouvrez-nous, vous les militaires, vous êtes des frères d'armes. C'est le ministre Lida Kwasi que nous voulons. » N'ayant pas ouvert, les rebelles ont tiré 2 roquettes anti-chars sur le portail qui par la suite tombe en fracas. Très rapidement, les soldats de garde se sont enfuis, laissant armes et munitions sur les lieux. Quant au ministre qui avait son téléphone sous silence, il va se cacher dans son salon, dans un angle bien caché où était installée une télévision à très grand écran. Planqué, son téléphone va se mettre à sonner. Heureusement sur silence, il ne sera pas découvert. Au téléphone, c'était son collègue, le ministre Émile Bogadoudou, le ministre de l'Intérieur qui tente sans succès de le joindre. Pendant ce temps, à cette même heure de 3h du matin, et ce, selon les témoignages de son neveu, après les événements, la résidence du ministre de l'Intérieur était également assiégée, attaquée à l'arme lourde par l'escadron dirigé de ce côté par Isiaka Ouattao. Il tirait de partout avec ses hommes. Il était très rapidement aidé par ses neveux qui vivaient avec lui, qui l'ont très rapidement fait grimper la clôture de sa maison pour atterrir chez son voisin. Mais en atterrissant, il s'est fracturé une jambe. Il va tout de même faire l'effort de se cacher dans un coin sombre de la cour du voisin. Il va commencer à appeler ses amis et collègues afin qu'ils viennent le secourir. Pendant ces moments de communication, il sera repéré par les rebelles et il va crier à son interlocuteur au téléphone « Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils vont me tuer ». Les rebelles le démasquent et il se mit à leur demander de l'épargner. Il disait « Ne me tuez pas s'il vous plaît, ne me tuez pas ». En vain, une rafale de balles en provenance des Kalachnikov des rebelles est déclenchée quelques secondes plus tard et c'est le silence. Le ministre de l'Intérieur Émile Bogadoudou est mort. Dans une mise en scène ahurissante, les rebelles ont suspendu la veste de son costume à un arbre du jardin, avec un large trou à l'emplacement du cœur. Le corps de Boga est laissé sur la place, le thorax criblé de plusieurs balles. Au même moment, le ministre Lida Kwasi ignorait que son collègue venait d'être assassiné. Il est resté toute la nuit accroupi sans faire le moindre bruit dans sa planque. Les assaillants ayant pénétré le domicile ont récupéré son épouse et ses enfants et tout le personnel domestique. Ils les ont drainés jusqu'à la cour de la résidence où ils les ont fait coucher à même le sol. Pendant ce temps, le ministre depuis sa planque écoutait et entendait tout. Les rebelles ayant surveillé le ministre pendant toute la journée savaient pertinemment que le ministre était à l'intérieur, mais lorsqu'il posait la question à son épouse, elle disait que son époux n'était pas à la maison. Énervé, l'un des rebelles va la gifler et la battre à coups de godasse jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Ils vont donc récupérer le fils du ministre, âgé de 10 ans à l'époque, et l'interroger. Ils ont promené l'enfant dans toute la maison sous la pression de la même question. Où est caché ton papa? Avec la dose de sang-froid nécessaire, l'enfant leur répondit « Maman vous l'a déjà dit, papa n'est pas là ». Pendant toute la nuit, les rebelles ont cherché le ministre et tiré sur tout ce qui semblait être une cachette de même dans son bureau. Au salon, les rebelles ont tiré sur tous les rideaux également. Et pendant qu'ils tiraient, l'un des frères du ministre est sorti précipitamment d'une chambre, a traversé la en courant pour ensuite prendre la clôture pour s'échapper. Les rebelles l'ayant vu s'enfuir ont rapidement cru qu'il s'agissait du ministre Lida. Ils vont arrêter la fouille de la résidence car pour eux, la cible s'était enfuie. Alors que les maisons des politiques étaient attaquées, dans les rues d'Abidjan, il y avait un bras de fer entre les soldats républicains et les rebelles. C'est à 6h45 environ que les gendarmes de l'école de gendarmerie, à une centaine de mètres de la résidence du ministre Lida, vont repousser les rebelles. Mais les gendarmes vont poursuivre ces rebelles qui étaient en train de prendre la fuite en direction de la résidence de Lida.
ensemble avec ceux qui se trouvaient dans la résidence, ils vont quitter les lieux avec l'épouse du ministre qu'ils vont embarquer avec eux dans leur véhicule. Elle sera relâchée quelques heures plus tard, troublée, violentée, traumatisée. Restée dans sa planque en pensant que certains rebelles seraient restés sur les lieux, les gendarmes vont arriver sécuriser les lieux et demander au ministre de sortir de sa cachette. Hésitant, il va sortir quelque temps après, faisant irruption dans le salon. Et l'un des gendarmes, apeuré, va ouvrir le feu sur lui, par inadvertance, pensant qu'il s'agissait d'un rebelle. Mais rien de grave ne l'arrivera. Contrairement à cette version de l'histoire, il y a de l'autre côté le journal Libération, qui étale sa version des faits. Libération décrivait les faits comme étant le premier complot de M. Laurent Gbagbo. Un coup monté par Gbagbo pour régler ses comptes avec certains hommes politiques. Pour Libération, entre 4 et 6 heures du matin, les rebelles ont vraiment attaqué le camp de gendarmerie d'Agban, la garde prétorienne du régime. Ils s'en sont pris aussi au domicile des deux plus importants ministres du gouvernement, en l'occurrence M. Émile Boga-Doudou, chargé de l'Intérieur, et M. Lida Kwasi, chargé de la Défense. Par contre, pour Libération, ses intimes de Gbagbo étaient à ses côtés lors de sa traversée du désert, mais depuis l'arrivée au pouvoir, les deux hommes ont changé. Ils ont découvert l'argent, les armes et les intrigues de palais. Une rivalité est née entre eux, car provenant de la même région, l'un voulait prendre le dessus sur l'autre. Une sourde rivalité et des querelles d'argent vont finir par les opposer. Lorsque la villa d'Émile Boga-Doudou était attaquée à l'arme lourde, il était surpris sans chauffeur ni garde du corps. Au terme d'un assaut bref et violent, il est abattu dans sa maison ou dans son jardin selon les versions. Sa femme, quant à elle, a la vie sauve. Par contre, à la résidence du ministre de la Défense, le scénario est tout autre. Moïse Lida Kwasi, prévenu à temps, s'échappe et se cache tandis que sa femme reste dans la villa avec ses 5 enfants, violentés par les mutins avant d'être relâchés. Le chef d'état-major Mathias Doué, quant à lui, est attaqué, mais lui aussi a eu le temps de se mettre à l'abri. Finalement, Émile Boga-Doudou est la seule victime de la mutinerie dont il n'a pas, semble-t-il, été informé. Pour Libération, il avait donc anguille sous roche. Depuis le 19 septembre jusqu'à aujourd'hui, aucun citoyen n'a vraiment eu la version unanime, réelle des faits. L'histoire de cet événement a été dirigée selon qu'on soit d'un parti politique ou d'un autre, qu'on soit proche de M. Gbagbo ou M. Ouattara. La faute a été mise sur Gbagbo, Ouattara et même Robert Gueye, qui une semaine avant le coup d'État, après avoir quitté son alliance avec le FPI, a déclaré sur TV5 Monde: Gbagbo est le boulanger. Si je voulais, je l'enlèverais du palais en temps voulu. En plus de ce discours, les Zinzins et Baefoué, qui étaient très proches de lui, ont été les premiers à revendiquer l'attaque du 19 septembre 2002. Et ils ont même été aperçus lorsqu'ils entraient et sortaient du domicile du général dans les toutes premières heures de l'attaque. Ayant prédit une menace, le général a très rapidement quitté sa résidence pour se rendre à pied à la cathédrale Saint-Paul du Plateau qui n'était pas loin de sa résidence afin de se cacher. En l'absence du cardinal Agré, c'est l'abbé Renaud Agbo qui lui ouvre la porte et lui indique une cachette dans le sous-sol de la cathédrale sous une pile de carton. Après avoir fui sa résidence, sachant qu'il serait démasqué, le général Robert Gueye s'est retrouvé donc dans la cathédrale. Trahi par un coup de téléphone, le général est repéré par les militaires. Les militaires qui croyaient effectivement que le général n'était pas à la cathédrale vont exiger de l'abbé René Agbo qu'il indique la cachette du général. Malgré les dénégations du curé, les militaires insistent. Ils vont donc rentrer au sous-sol, repérer et récupérer le général. Mais bien avant cela, le secrétaire général de l'évêché téléphone au ministre Lida en lui disant « Des militaires se trouvent à la porte de la cathédrale et menacent d'y pénétrer ». Le ministre Lida va affirmer avoir contacté le commandant militaire de la garde présidentielle pour lui ordonner de laisser l'évêché en paix. Plus tard, le curé de la cathédrale confessera le fait que quand Robert Gueye passait devant moi avec eux qui l'ont pris, le général m'a dit « Mon père, ne les laissez pas m'amener. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Vous devez me protéger. J'ai déjà donné ma vie au Seigneur il y a une semaine. Je suis votre enfant, mon père. Ne les laissez pas me tuer. » Une trentaine de minutes plus tard, aux alentours de 9h40, que le corps de Gueye est retrouvé au bord de la route, près de la polyclinique internationale, avec 2 balles dans la tête. Son épouse et l'un de ses enfants, sans oublier son personnel, seront également tués dans les mêmes conditions. Suite à tous ces événements, il est donc clair que la base de la rébellion est Robert Gueye, car les Zinzins et Baefoué qui étaient impliqués dans ce coup répondaient directement à ses ordres. Mais il n'est pas le seul, car il y avait également l'ancien sergent Ibé, qui était de la garde rapprochée du Premier ministre Alassane Ouattara. Il était également dans ce coup. Aussi, s'étant autoproclamé chef politique de la rébellion,
le jeune Guillaume Soro était très proche de l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara car il fut numéro 2 sur la liste du RDR aux élections législatives de 2000 à laquelle le parti n'a pas participé. Il est réapparu aux côtés de Madame Henriette Diabaté au municipal de mars 2001 avec le RDR. Il y avait également Alain Lobognon, dit adjudant Begré, qui était le secrétaire chargé de la communication des rebelles. Avant la tentative de coup d'État, il était membre de la cellule de communication du RDR. En plus d'eux, il y avait les 2 soldats qui ont attaqué la maison de M. Émile Bogadoudou et celle du ministre Lida Kwasi. Kone Zakaria, au plus fort de la rivalité entre les 2 chefs, Ibé et Soro, a lui-même affirmé lors d'un meeting que contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas Ibé qui a nourri les chefs rebelles pendant leur exil au Burkina Faso, mais plutôt M. Alassane Ouattara. Nalu bɛ MPC supporter a ye taa supporter Zakaria kosɔn a ye taa supporter Ibé kosɔn a ye b'a supporter mɔgɔ min kosɔn a ye jɛ k'a lɔ o ye Alassane Dramane Ouattara ye mais mɔgɔ min ka marifa d'a ma nalu bɛ MPC supporter a ye taa supporter Zakaria kosɔn a ye taa supporter Ibé kosɔn a ye b'a supporter mɔgɔ min kosɔn a ye jɛ k'a lɔ o ye Alassane Dramane Ouattara ye. Alors que Bédié, prévenu d'avance par les autorités françaises, a réussi à se réfugier en lieu sûr à l'ambassade du Canada, selon les confidences de Thio Fosier que vous pouvez retrouver dans La Côte d'Ivoire, Le Feu au Précaré de Judith Rueff, paru en 2004. Thio Fosier disait que M. Ouattara a été prévenu une semaine avant l'assaut du 19 septembre et leur a fait comprendre qu'il était encore trop tôt avant d'agir. Le matin du 19 septembre, aux alentours de 8h25, l'ex-premier ministre Alassane Ouattara s'est retrouvé à l'ambassade d'Allemagne sous prétexte qu'il craignait pour sa vie. L'ambassadeur d'Allemagne va contacter très rapidement le ministre Lida pour avoir son aide. De même pour l'ambassadeur français qui va rendre visite au ministre Lida pour exprimer son inquiétude relativement à la sécurité du leader du RDR, M. Ouattara. Par la suite, et ce à 2 reprises, l'ambassadeur de France devenait de plus en plus menaçant. Il va contacter le ministre Lida Kwasi une seconde fois et lui dit « Monsieur le ministre, je viens d'avoir le président Chirac au téléphone. Il vous tient personnellement responsable de la sécurité de Ouattara. Nous sommes au courant pour Gueye. S'il arrive malheur à Ouattara, on vous en tiendra rigueur et vous serez passible du tribunal pénal international. » Un peu plus tard, à 16h30, il dit au ministre « Maintenant, vous devez vous exécuter parce que votre président a donné sa parole au président Chirac. Il nous autorise à emmener Ouattara à la résidence de l'ambassade de France. » Le président Gbagbo va par la suite confirmer en effet les injonctions françaises et demander à son ministre d'organiser le transfert de Ouattara à l'ambassade de France. Le ministre va également y mettre sa famille dans le voyage afin de la sécuriser. C'est donc dans le coffre de la voiture personnelle de l'ambassadeur de France avec lui-même au volant que M. Ouattara et sa femme seront transférés à l'ambassade de France. En plus de ce fait, M. Ouattara Dramane étant très proche et soutenu à l'époque par le président burkinabé Blaise Compaoré, alors que ce dernier est celui-là même qui a hébergé et blanchi la rébellion avec l'aide d'autres forces étrangères, après l'échec du coup d'État de la Mercedes noire en janvier 2001, l'option militaire a donc été validée par les rebelles et leurs chefs afin de renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Les rebelles, ne pouvant pas accepter une autre défaite, ont décidé de mieux se préparer stratégiquement et techniquement afin de réussir le prochain coup. Les rebelles ont donc été reçus dans un camp d'entraînement à Pau, une localité située à 100 km au sud de Ouagadougou, la capitale burkinabé. L'approvisionnement en armes et munitions des rebelles se faisait depuis Ouagadougou avec l'implication de la France. Pour preuve, les caisses de munitions livrées par la France à l'État burkinabé dans le cadre de la coopération militaire entre les 2 pays se sont retrouvées en octobre 2002 à Daloa entre les mains des rebelles. Dans leur préparation d'avant l'attaque, le matériel militaire était transporté dans les convois de camions venant du Burkina Faso en passant par Ouagadougou, la ville ivoirienne frontalière avec le Burkina. Ces armes, notamment des lance-roquettes et des canons anti-aériens qu'ils possédaient, étaient tous neufs et surpassaient le vieil armement de l'armée républicaine. Ainsi, cet armement, selon les témoignages de quelques mutins capturés pendant le bras de fer qui a eu lieu après le 19 septembre entre les rebelles et l'armée loyaliste, disait que l'armement était acheminé à Abidjan depuis le mois de juin 2002, donc 3 mois avant le déclenchement de la rébellion. Pendant la crise, les rebelles étaient ravitaillés en viande et riz, grâce et ce, depuis le Burkina Faso. Mais en plus du Burkina Faso, il y avait le financement et l'aide militaire en provenance d'autres pays, tels que la Libye. Blaise Compaoré ayant dit à Kadhafi que le président Laurent Gbagbo était anti-musulman,
Kadhafi va lui apporter son soutien jusqu'à former certains rebelles. Cette information a été publiée par le média AFP le 15 novembre 2002. Après l'AFP, il y a le Figaro qui a publié le 4 février 2003 cette information, tout comme le Ghana enchaîné, qui dévoilait le 30 octobre 2002, avant le Figaro, l'information selon laquelle, effectivement, le Burkina Faso était la base arrière du mouvement rebelle soutenu par Muammar Kadhafi qui lui apportait les financements, surtout militaires. Ainsi, voici les véritables auteurs de la tentative du coup d'État du 19 septembre 2002. Dans le prochain capsule, on verra les exactions profondes commises par les rebelles, l'implication de la France dans ce conflit et la rupture totale et définitive sous le règne de M. Laurent Gbagbo entre la Côte d'Ivoire et la France. Suite à l'échec de la prise d'Abidjan et du pouvoir, les rebelles vont se replier dans d'autres zones conquises et la confrontation prendra une autre dimension, jusqu'à atteindre près de 5000 morts selon les informations officielles. N'oubliez pas de liker la vidéo, de dire ce que vous inspire cette histoire en commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et partager la vidéo pour édifier vos proches. D'ici le prochain capsule, portez-vous bien et à très bientôt.